Alors donc, pour débuter, on va espérer que ça va bien aller puisqu'on est deux à présenter et à distance. Tantôt, Daniel va prendre complètement le contrôle et va pouvoir faire sa présentation. Donc, pour débuter, première des choses, vous le savez, je m'appelle Suzanne Leroux, je suis conseillère ici en prévention des infections au niveau de l'INSPQ, infirmière clinicienne spécialisée, et responsable du programme de formation. Aujourd'hui, c'est le webinaire qui se trouve questions et réponses sur la surveillance provinciale des infections nosocomiales. C'est dans le fond les réponses aux questions, aux vignettes que vous avez reçues il y a quelques semaines. Donc, important, première des choses, vous devez mettre votre ordinateur en mode silence. Vous devez mettre votre ligne téléphonique en mode silence. Si vous voulez bien entendre la formation, qu'on vous demande aussi idéalement, c'est de vous brancher sur votre ligne téléphonique pour entendre la conférence. Concernant la formation, à la toute fin, au mois de décembre, vous allez recevoir, dans le fond, un document que vous allez compléter pour avoir vos crédits de formation si vous les avez demandés au début de l'inscription. Il n'y a pas moyen d'intervenir, dans le fond, en parlant. Vous devez tout simplement clavarder, donc vous nous envoyez avec la section conversation vos questions qu'on va prendre tout au long de la conférence. Petit changement aussi au niveau du programme de formation qui est important à préciser au niveau du webinaire. Celui du 5 novembre qui devait porter sur les virus respiratoires va avoir lieu à la place le 20 novembre. Le 5 novembre, il n'y aura pas pour le moment là, de webinaire. Ensuite, pour ce qui est de celui qui était sur le SPIN C10, dans le fond, qui devait porter sur les différents tests de Clostridium difficile disponibles, ce dernier va avoir lieu le 19 décembre. Et dans le fond, celui du 19 décembre, pour l'instant, qui était prévention des infections dans les cliniques ambulatoires. Le document est encore en cours de rédaction, donc on ne sera pas prêt pour vous en faire une présentation. Alors, on va le mettre par écrit, ça va être mis là, sur le site web. Donc, on commence aujourd'hui. Dans le fond, la présentation est faite par Dr Danielle Moisan, qui est microbiologiste infectiologue à Rivière-du-Loup depuis 1998. Elle a d'abord travaillé comme technologiste médicale avant de faire des études en médecine et une spécialité en microbio-infectiologie à l'Université Laval. Dr Moisan a toujours eu un intérêt pour la prévention des infections. Elle est membre de plusieurs comités, dont le 5, et c'est elle qui se trouve être présidente du SPIN. Alors, je laisse maintenant Danielle pour la présentation. Le responsable activez le mode d'écoute et votre ligne demeurera en silence jusqu'à ce que le responsable désactive la mise en silence de votre ligne. Sylvie Nadeau, qui est conseillère ici à Rivière-du-Loup, qui va m'accompagner surtout pour lire les questions à la fin, parce que c'est plus compliqué de lire les questions au fur et à mesure, là, comme vous en avez. Fait que ça va être Julie qui va m'aider pour ça. Donc, je vous souhaite la bienvenue. La conférence aujourd'hui, dans le fond, c'est pour, comme Suzanne l'a mentionné, pour faire le suivi des vignettes qu'on vous a envoyées. C'est la 4e série de vignettes. En fait, ces vignettes-là, on les fait pour être sûr, pour vérifier un peu la compréhension que les gens ont des définitions, des protocoles, pour voir la façon que les gens entrent les données sur SSPIN. Et ça nous permet un peu de voir des fois des choses qui sont un petit peu floues. Ça nous permet un peu d'expliquer, donner un peu d'explications sur des choses, sur les questions qui reviennent souvent. On a eu 45 répondants cette fois-ci, c'est moins un petit peu que les autres fois, mais quand même, ça nous donne une idée un petit peu de que les gens ont pu répondre. Alors, on y va pour la présentation. Je n'ai pas de conflit d'intérêt du tout. Alors, première vignette, c'est un usager qui est hospitalisé depuis 10 jours. Il présente de la fièvre sans autres symptômes. Il y a des hémocultures et une culture d'urine qui sont faites là, dans le bilan septique pendant son épisode de température. Et il y a une bouteille d'hémoculture qui revient positive avec du Escherichia coli. Et la culture d'urine est positive aussi, c'est du Escherichia coli aussi.
mais à plus petit que 10 à la 7. Ceux qui fonctionnent en 10 à la 6, dans le fond, c'est plus petit que 10, pas 10 à la 6. Le reste de l'investigation qu'on fait, on ne trouve aucun autre foyer. Donc, comment vous déclarez cette bactériémie-là? A, bactériémie primaire. B, une bactériémie secondaire à une infection urinaire symptomatique. C, une bactériémie secondaire à une infection urinaire asymptomatique. Et D, il n'y a pas de déclaration. Les réponses qu'on a obtenues, en fait, 47% des gens ont dit que c'était une bactériémie primaire. Je vais donner les réponses, mais juste une petite chose qui me chicotait un petit peu. Il y a quand même 11% qui ne l'auraient pas déclaré alors que c'est vraiment une bactériémie qu'il faut déclarer. Donc, la réponse, c'est vraiment une bactériémie primaire. Dans le fond, quand on a une hémoculture qui est positive, ce qu'il faut vérifier, c'est est-ce que c'est une hémoculture qui est vraiment significative. Pour être significative, c'est soit un germe reconnu ou un contaminant. Si c'est un germe reconnu, un germe pathogène reconnu, c'est soit une infection primaire quand il n'y a pas d'autre type d'infection ailleurs, ou une infection secondaire quand c'est secondaire à une infection qu'on a quand on a un autre site. Et quand c'est des contaminants, à ce moment-là, il faut avoir deux hémocultures positives. Dans le fond, une des deux bouteilles ou les deux bouteilles de chacun des sites d'hémoculture qui ont été prélevés. Il faut que les hémocultures soient prélevées en dans 24 heures. Donc, ici, on a quelqu'un qui a fait de la fièvre. Il y a une hémoculture qui est positive avec du Escherichia coli, donc c'est une hémoculture qui est significative. Ce qu'il faut vérifier, c'est est-ce que c'est primaire, secondaire. Dans ce cas-ci, il faut vérifier est-ce qu'il y a une infection à quelque part. On n'a aucun foyer infectieux qu'on a découvert avec l'investigation. Le patient n'avait pas de symptômes. Et la culture d'urine qu'on a, dans le fond, c'est une culture d'urine qui est plus petite que 10 à la 7. Si on prend la définition d'infection urinaire, il faut que le germe soit à plus grand ou égal à 10 à la 8. Donc, on ne répond pas à la définition d'infection urinaire, que ce soit symptomatique ou asymptomatique. Il faut vraiment avoir plus grand ou égal à 10 à la 8. Donc, si on n'a pas de foyer, c'est une bactériémie primaire. Donc, c'est bactériémie primaire dans ce cas-ci. La deuxième vignette, c'est un usager qui consulte en soirée à l'urgence pour des problèmes respiratoires, qu'on trouve finalement que c'est de l'insuffisance cardiaque. Le patient, il y a une installation d'un cathéter veineux périphérique au moment de sa consultation. Il est gardé en observation jusqu'au lendemain matin, puis ensuite, on va le libérer. Avant son départ, il fait un petit peu de température, donc on prélève des hémocultures. Et quand l'infirmière vient pour retirer son cathéter, elle réalise que le cathéter périphérique est rouge un petit peu quand elle l'enlève. 2 jours plus tard, dans les hémocultures qui ont été prélevées, il y a une bouteille qui est positive dans chacun des 7. Et c'est un staphylocoque épidermidis. Comment déclarez-vous cette bactériémie? A, bactériémie primaire sur cathéter périphérique, catégorie 1C, donc en soins ambulatoires. B, aucune déclaration car ça ne fait pas partie de la surveillance. C, aucune déclaration car il s'agit d'un contaminant. Et D, bactériémie primaire sur procédure d'installation d'un cathéter, catégorie 1C, en soins ambulatoires. Les réponses qu'on a obtenues, 44% des gens ont dit que ça ne faisait pas partie de la surveillance. Donc, si on reprend encore nos définitions, on a, dans le fond, chacun des types d'hémoculture a un staphylococcus. Donc, même si c'est un contaminant, on l'a dans 2 hémocultures. Donc, c'est une bactériémie qui est significative. On va regarder, dans le fond, est-ce que c'est une bactériémie primaire, secondaire? Dans ce cas-ci, il n'y a pas de foyer nulle part, on n'a pas de définition d'infection, on n'a pas d'évidence qu'il y a une infection ailleurs, donc c'est une bactériémie primaire. Les bactériémies primaires, en fait, les bactériémies qui sont sur cathéter, on les rentre dans la catégorie des infections primaires, vu que c'est endovasculaire. Donc, dans ce cas-ci, c'est une infection qui est reliée au cathéter périphérique, étant donné qu'on a des signes d'infection. Donc, c'est une bactériémie primaire sur cathéter périphérique et c'est survenu à l'urgence. Dans la surveillance SPIN, on ne surveille pas
les bactériémies sur cathéter périphérique en dehors des patients qui sont hospitalisés, vraiment en cours d'hospitalisation. Donc, en ambulatoire, à l'urgence, dans ce cas-ci, ça ne fait pas partie de la surveillance. Ceci dit, ça ne fait pas partie de la surveillance au niveau de SPIN, mais ça ne veut pas dire nécessairement que vous n'avez pas à vous en occuper parce que c'est quand même une bactériémie qui est survenue dans votre centre. Fait que vous pouvez faire de la surveillance des bactériémies, même si ce n'est pas entré dans SPIN. Si vous voyez que vous en avez souvent, ça vaut quand même la peine de faire des interventions. Mais pour ce qui est de la surveillance de SPIN, ça ne fait pas partie. Dans le fond, les bactéries qu'on surveille en ambulatoire, dans la surveillance provinciale, il y en a 4, à part celles avec des germes particuliers. Il y a les bactériémies qui sont reliées à l'hémodialyse chronique, les bactériémies qui sont secondaires à une infection de site opératoire, en incluant les chirurgies d'un jour, les bactériémies qui sont reliées à un cathéter intravasculaire, mais les cathéters centraux seulement, on ne prendra pas les cathéters périphériques, et les bactériémies qui sont reliées à une procédure ou à une endoscopie. Quand il y a une bactériémie à Staphylococcus aureus, AERV ou à BGNPC, ça c'est des surveillances à part, ceux-là sont toujours déclarés. On surveille toutes les infections à BGNPC, AERV et toutes les bactériémies à Staph aureus font l'objet d'une surveillance. Donc, c'est ceux qu'on va surveiller en ambulatoire. La troisième vignette, c'est un patient qui est hospitalisé à l'unité de médecine. Pendant son séjour, il va développer une insuffisance rénale aiguë, de sorte qu'on est obligé de lui installer un cathéter et de débuter de l'hémodialyse. Ça, dans le fond, la dialyse, en fait, le cathéter est installé le 1er juin et le 5 juin, il va présenter de la fièvre et quand on prélève les hémocultures reviennent positives à Staphylococcus aureus. Le site du cathéter, il n'y a pas l'air d'avoir de signes d'infection et on fait une investigation et on ne trouve pas aucun foyer infectieux. Donc, encore une fois, on a une bactériémie qui est significative, c'est un Staphylococcus aureus, c'est un pathogène reconnu. Il n'y a pas de signe d'avoir d'infection nulle part ailleurs, donc ce n'est pas une bactériémie secondaire à une autre infection, c'est vraiment une bactériémie primaire. Le patient a un cathéter central. Automatiquement, si on a une bactériémie primaire et que le patient présente un cathéter central, automatiquement, on relie la bactériémie primaire au cathéter. Donc, j'avais oublié de vous montrer les résultats. C'est les bactériémies primaires et les bactériémies sur hémodialyse qui sont revenues le plus souvent. Donc, comme je vous disais, dans le fond, ici, c'est une bactériémie primaire qui est associée à un cathéter intravasculaire. Pour ce qui est de l'hémodialyse, c'est seulement l'hémodialyse chronique qu'on va utiliser, qu'on va surveiller, je veux dire. La surveillance, les dénominateurs, c'est les patients période. Dans le fond, c'est des patients qui viennent de façon régulière pour avoir de l'hémodialyse. Donc, ceux qui sont en hémodialyse depuis plus de 3 mois, c'est eux qu'on va inscrire dans la surveillance. Dans le fond, c'est ceux qui font l'objet de la surveillance. Un patient qui est hospitalisé qui a de la dialyse de façon aiguë, pour une insuffisance rénale aiguë, ne fait pas partie de cette surveillance-là. Donc, on se ramasse vraiment avec une bactériémie primaire associée à un cathéter intravasculaire. Le commentaire, est-ce qu'on voit les questions par minute? On peut revenir à la 2, il y a eu 2 questions. On peut répondre, oui, aux questions. On a une question, dans le fond, pour la vignette 2. On a 2 hémocs, qui veut dire 4 bouteilles d'un contaminant. En fait, les hémocultures, quand on prélève les hémocultures chez l'adulte, chez l'enfant, souvent, on va prélever juste une bouteille, mais chez l'adulte, on va prélever 2 bouteilles. Dans le fond, un set d'hémoculture, quand on dit une hémoculture, c'est une bouteille aérobie et une bouteille anaérobie. Donc, quand on retrouve un contaminant, il faut qu'il y ait 2 hémocultures positives. Ça veut dire qu'il faut qu'on retrouve la bactérie dans la bouteille aérobie ou anaérobie d'un set et la bouteille aérobie-anaérobie de l'autre set. Aussitôt qu'on a une bouteille et plus, là, ça peut être 1 ou 2 bouteilles de chacun des sets, à ce moment-là, c'est une bactériémie qui est significative. Si on a seulement une bouteille ou 2 bouteilles, mais du même set, qui font partie du même set, à ce moment-là, si ça ne rentre pas dans la définition, ceux-là, on n'en tient pas compte. On a aussi le commentaire, tout ce qui est des signes d'infection difficiles à retrouver. En fait,
pour les définitions d'infection, il faut vraiment se référer aux documents. Il y en a plusieurs qui sont décrits dans le document des définitions. Et quand ce n'est pas dans les définitions, dans notre document, on réfère à ce moment-là aux définitions du NHSM. Il faut vraiment aller chercher nos définitions et regarder vraiment si on répond aux critères. Si on n'a pas d'infection nulle part, si on n'a pas de signe d'infection nulle part, là, à ce moment-là, on reste dans les bactériémies primaires. On n'avait pas de questions pour la vignette 3. Alors, la vignette 4, c'est un usager qui se présente... C'est un usager qui se présente à l'urgence le 1er avril pour des symptômes, des problèmes respiratoires et obtient son congé 2 jours après, le 3 avril. Il consulte à nouveau le 10 avril pour de la fièvre, il y a de la dysurie à ce moment-là. Il y a une culture d'urine qui est réalisée et elle est positive à plus grande difficile à 8 avec un Escherichia coli qui est porteur du gène KPC. C'est un usager qui n'était pas connu porteur de micro-organismes résistants. Il n'a pas été hospitalisé dans la dernière année. Ce n'est pas quelqu'un qui a voyagé non plus. Il est vu par le microbiologiste et il est traité pour son infection urinaire. Comment allez-vous catégoriser le cas? Le A, c'est un cas d'infection de 1C, attribution aux soins ambulatoires. Et l'origine présumée d'acquisition de la souche, c'est la catégorie 3, donc communautaire. Dans le B, c'est l'infection qui est d'attribution aux soins ambulatoires et l'acquisition de la souche également aux soins ambulatoires. La troisième réponse, c'est une infection qui est attribuée au communautaire, catégorie 3, et la souche, on présume que la souche est également communautaire. Le D, l'infection est de catégorie 3, donc en communautaire, et la souche est de catégorie 1C en ambulatoire. Et finalement, la dernière réponse, l'infection et l'acquisition de la souche sont les deux de catégorie 4, donc inconnus. Les réponses qu'on a obtenues, la plus fréquente, en fait, c'est une infection de catégorie 3 et une souche de catégorie 1C. C'est effectivement la bonne réponse. C'est quelqu'un, dans le fond, qui l'a consulté le 1er avril et il se représente à nouveau le 10 avril. Son infection urinaire, dans le fond, on dit tout le temps, l'infection, c'est comme dans les 48 heures après, qui peuvent être reliées. Donc, on est trop tard, on est une semaine après, on ne peut pas relier son infection urinaire à son séjour à l'urgence. Ça fait trop longtemps. Donc, son infection, le patient l'a acquis, dans le fond, après son séjour à l'urgence. Et, dans le fond, il fait une infection. Ça répond vraiment à la définition avec la fièvre, la dysurie et le colis à plus grande difficile à 8. Donc, il y a vraiment une infection avec en fait, c'est une infection chez un nouveau porteur. Donc, quand on les déclare, pour les DGNPC, la déclaration, c'est soit une nouvelle colonisation, soit une nouvelle infection chez un nouveau porteur, ou soit une nouvelle infection chez un porteur connu. Dans ce cas-ci, c'est un patient qui n'était pas connu, donc c'est une nouvelle infection chez un patient, chez un nouveau porteur. Donc, on va l'entrer, étant donné qu'on répond aux définitions de l'infection urinaire, ça va être une infection. Mais comme je disais, l'infection est survenue finalement entre son séjour à l'urgence et le moment où on le revoit il y a une semaine. Donc, c'est vraiment une infection qui a acquis chez lui, qui a acquis en communautaire, donc la catégorie 3. Par contre, la souche, il l'a consultée à l'urgence. Il y a plus de risques d'avoir attrapé son KPC au moment où il était à l'urgence que vraiment à la maison. On y va vraiment par priorité. Donc, le risque est beaucoup plus grand à l'urgence. Donc, l'acquisition de sa souche, elle va être de catégorie 1C, donc en ambulatoire. Je pense qu'on va avoir une question. Je vais continuer. La prochaine vignette, c'est un usager qui fait un parcours dans le fond. Il est hospitalisé à un premier épisode. La question, c'est est-ce qu'il y a une procédure invasive? Pas nécessairement. Les procédures invasives, c'est vraiment des procédures
des endoscopies, des biopsies, des genres de choses comme ça. Fait il n'y a pas eu l'installation d'une sonde, entre autres, c'est pas une procédure. Fait il n'a pas, ça ne rentre pas dans les procédures. Mais si effectivement il y avait eu une biopsie ou quelque chose comme ça, là oui, on rentrerait parce que c'est 7 jours après lorsqu'il y a une procédure. Donc, prochaine vignette, c'est un usager qui est hospitalisé dans un premier hôpital, du 1er mai au 19 mai. Pendant qu'il était hospitalisé, il y a eu des dépistages d'admission qui ont été faits qui étaient négatifs. Il a été transféré dans un deuxième hôpital, qui est l'hôpital B, où ce qui a passé, il est resté du 19 au 25 mai. On a fait là aussi des dépistages d'admission qui étaient négatifs. Et finalement, il retourne au premier hôpital le 25 mai. Et les dépistages d'admission sont positifs pour un BGN-PC. Les deux installations sont en éclosion active de cas PC. Qui déclare le cas, puis comment vous le déclarez? Donc, A, c'est l'hôpital A qui le déclare, donc la première, et elle va lui mettre un B pour la catégorie de colonisation, et d'où l'origine présumée d'acquisition, c'est un B. Deuxième, c'est l'hôpital A qui déclare colonisation d'attribution 2, donc l'installation non déclarante, et l'origine présumée d'acquisition de la souche 1B, hospitalisation antérieure. Dans le C, c'est l'hôpital B qui déclare colonisation d'attribution 1B, dans le fond, l'hospitalisation dans leur milieu antérieur, et origine présumée d'acquisition de la souche catégorie 1B, c'est leur hospitalisation antérieure aussi. D, c'est l'hôpital B, le deuxième qui va déclarer colonisation catégorie d'attribution 2, donc installation non déclarante, et origine présumée d'acquisition de la souche 1B, une hospitalisation antérieure. Et E, c'est les deux hôpitaux qui le déclarent. Un déclare catégorie 2 et la souche catégorie 1B, et l'autre hôpital catégorie 1B avec origine présumée catégorie 2. Dans 80% des gens qui ont mentionné, c'est que c'est le deuxième hôpital qui va déclarer 1B avec la souche probablement d'origine 1B aussi. Et c'est effectivement la bonne réponse. Quand les gens font plusieurs milieux, dans le fond, on dit tout le temps que les soins de courte durée, c'est ceux qui sont le plus à risque, c'est celui qui est le risque le plus grand. Fait qu'on va toujours dire que c'est l'hospitalisation avant de dire que c'est à un autre endroit. Si la personne fait plusieurs centres, on va toujours considérer le dernier centre. Dans ce cas-ci, dans le fond, les deux étaient en éclosion, fait que le risque peut être autant à un que l'autre. Donc, c'est vraiment le dernier. Et quand c'est relié à une hospitalisation antérieure, c'est toujours le centre où a eu lieu l'hospitalisation qu'on met en pause qui va faire la déclaration. Donc, l'hôpital A, quand il trouve le BGN-PC dans son admission, quand il voit que le patient arrive d'un autre centre ou a été hospitalisé dans l'autre centre avant, va appeler l'autre centre pour lui dire, j'ai un cas qui est relié finalement, qui est acquis. Donc, c'est vraiment l'hôpital B qui va faire la déclaration. Et dans ce cas-ci, pour la souche, comme je dis, ça peut être un ou l'autre. Dans ce temps-là, c'est vraiment le dernier qu'on va utiliser. Donc, c'est vraiment la réponse C. La dernière vignette, c'est un usager qui reçoit de la chimiothérapie au centre de jour en oncologie pour un lymphome non hodgkinien. Un cathéter central à insertion périphérique, donc un PICC-line, qui a été installé au début de ses traitements il y a 2 mois parce qu'il y avait des difficultés d'accès veineux. Lors d'un de ces traitements, il a fait de la fièvre. Le site du cathéter est beau, on ne voit pas d'autres foyers infectieux dans l'investigation qu'on fait. Et les hémocultures qui sont prélevées, les 4 bouteilles finalement reviennent et sont positives pour un staphylocoque épidermidis. Comment est-ce qu'on va déclarer cette bactériémie-là? Bactériémie primaire associée à un cathéter intravasculaire, catégorie 1C en ambulatoire. Bactériémie sur bris de barrière muqueuse, BBM, catégorie 1C en soins ambulatoires. Aucune déclaration car il s'agit d'un cathéter périphérique. Et aucune déclaration car l'usager n'est pas admis. 87% des gens ont déclaré un primaire sur cathéter, catégorie 1C. Et c'est la bonne réponse. En fait, le patient a un cathéter central. Si on commence
La bactériémie, c'est un staphylocoque epidermidis, c'est un contaminant, mais les 4 bouteilles sont positives, donc on a au moins 2 sets d'hémoculture qui sont positifs. Donc, c'est une bactériémie qui est significative. On n'a pas de foyer infectieux du tout qu'on a trouvé, donc ce n'est pas une bactériémie secondaire, c'est une bactériémie primaire. Le patient est porteur d'un cathéter. Le cathéter, ça fait pas, si c'est dans les 2 premières journées, c'est relié à la procédure d'installation du cathéter, mais là, ça fait 2 mois qu'il y a son cathéter. Donc, c'est vraiment un cathéter qui est en place. Donc, c'est une bactériémie sur cathéter central et c'est un patient qui est en soins ambulatoires. Donc, une bactériémie primaire associée à un cathéter intravasculaire avec la catégorie 1C en ambulatoire. Le patient, il est sous chimiothérapie, mais il ne rentre pas dans les définitions pour un bris de barrière muqueuse. Ça, je vous ai mis en fait un peu ce que je vous avais mis tout à l'heure. C'est un patient, dans le fond, qui a une bactériémie reliée à un cathéter central, même s'il est en ambulatoire, ça fait partie des 4 catégories qu'on va surveiller. Donc, c'est pour ça qu'on va le déclarer. Pour ce qui est des bris de barrière muqueuse, des fois, les gens ont de la misère un petit peu à comprendre. En fait, c'est que quand les patients ont des traitements de chimiothérapie qui deviennent neutropéniques ou certains patients qui ont des greffes de moelle, on peut avoir une translocation au niveau de l'intestin. Ce qu'on va retrouver, dans le fond, pour que ce soit attribué à un bris de barrière muqueuse, il faut que ce soit une bactériémie primaire. Si c'est une bactériémie secondaire, par exemple, quelqu'un qui ferait un accès abdominal, même s'il est sous chimio, s'il est neutropénique, si c'est un greffé de moelle en GVH, s'il y a un abcès, il y a vraiment une infection, donc c'est une bactériémie secondaire. Dans ce temps-là, ça ne rentre pas dans la bactériémie primaire. Donc, il faut vraiment que ce soit une bactériémie primaire. Il faut que ce soit un micro-organisme de la flore intestinale. Si c'est une bactériémie avec un autre germe, ça ne peut pas venir d'une translocation, donc ça ne vient pas de l'intestin. Il faut vraiment que ce soit les micro-organismes de la flore intestinale. On vous met tout le temps sur Recispine la liste. Vous avez, dans le fond, un fichier Excel avec la liste de toutes les bactéries qui rentrent dans la DBM. En fait, c'est le même fichier que pour les contaminants. Vous avez la liste de ce qui est considéré comme des contaminants. Et il y a la liste aussi de ce qui est relié là, au bris de barrière muqueuse, la liste de bactéries qui est là-dedans. Donc ça, c'est vraiment les micro-organismes de la flore intestinale. Et pour qu'il y ait une translocation bactérienne, il faut que le patient ait une condition qui favorise une translocation. C'est soit des greffés de moelle ou de cellules souches qui ont de la diarrhée ou qui ont un GVH gastro-intestinal, un patient qui est neutropénique ou en néonatologie, les nouveau-nés qui ont des conditions critiques là, au niveau abdominal, où là, on peut avoir une translocation. J'ai essayé de vous faire un petit dessin. Jasmin Villeneuve dit tout le temps qu'il est très visuel, que c'est en voyant l'image qu'il avait compris. J'en ai pas trouvé, j'ai essayé de le dessiner un petit peu, mais en fait, c'est pas une très bonne image de l'histologie que j'ai appris, mais c'est pour vous montrer un petit peu, dans le fond, la muqueuse intestinale empêche les bactéries de pénétrer. Si on a un bris au niveau de la barrière, les cellules sont brisées un peu, les bactéries peuvent passer à travers. Et on a nos neutrophiles, finalement, qui sont là pour un peu gober des bactéries quand les bactéries vont passer. Sauf que si on a, dans le fond, une neutropénie, les gens n'auront pas cette capacité d'absorber les bactéries, finalement, quand ils vont passer. Et si la barrière, si la muqueuse est détruite beaucoup par un GVH ou des conditions en néonatologie où l'intestin est irrité beaucoup, à ce moment-là, les bactéries, dans le fond, qui sont dans l'intestin vont réussir à passer dans le sang et les gens vont faire une bactériémie. Ces bactériémies-là sont moins prévenables que, mettons, une bactériémie sur cathéter, de sorte que c'est pour ça qu'on les considère un petit peu à part, puis c'est pour ça qu'on les sépare, parce que le potentiel de pouvoir les prévenir n'est pas le même. Donc, dans ce cas-ci, c'est un patient qui était sous chimiothérapie, mais comme il n'était pas neutropénique, c'est pas un greffé de moelle, rien, donc il ne rentre pas dans la catégorie BBM. Mais je voulais quand même vous expliquer un petit peu c'était quoi la catégorie BBM. Fait que c'est tout. On va regarder les questions.
Oui, bien, on va continuer avec la vignette 6. On a la question pour toutes les bactériémies, si nous avons seulement un site d'émoc de positif, on ne peut pas la considérer. Si c'est un contaminant, si on a juste une série d'hémocultures, non, on ne peut pas la déclarer. Ça prend vraiment 2 sets d'hémocultures à l'intérieur de 24 heures, qui a au moins une bouteille de positif. Et encore pour la vignette 7, il y a un séjour à l'urgence entre les deux, traitement de chimio et bactériémie. Qu'est-ce qui prime comme attribution entre oncologie et l'urgence? En fait, ben, les deux seraient catégorie 1C finalement. Nous, quand on fait les rapports de surveillance, on ne fait pas la différence entre les deux. Fait que ça serait une catégorie 1C dans les deux cas. Ça serait difficile de dire comme ça, là, vraiment, où on peut l'attribuer selon la bactériémie et selon ce qui s'est passé. Là. Mais les deux, ça rentre dans la catégorie 1C de toute façon. Parfait. Pour la vignette 4, on a une question si on va pouvoir avoir un accès au niveau de l'algorithme d'attribution pour les BGNPC. Oui, ça, dans le fond, les algorithmes, je ne sais pas si ils ont tous été mis, mais on les a tous refaits. Tous les protocoles ont été refaits, puis les algorithmes d'attribution aussi ont été refaits. D'après moi, ça devrait être disponible sur SysPin. Pour la vignette 4 encore, la question c'est, bon, je ne comprends pas pourquoi on présume qu'il y a acquis à l'urgence. En fait, c'est que quand on attribue, comme là, dans le fond, le patient est devenu porteur de BGNPC, on ne sait pas d'où ça vient. Mais quand on a une attribution à faire comme ça, on y va tout le temps, dans le fond, dans les algorithmes, il faut y aller par étapes. Le risque le plus élevé, c'est en soins aigus. Donc, s'il est hospitalisé dans la dernière année, on dit que c'est en soins aigus, à ce moment-là, on l'attribue aux soins aigus. S'il n'a pas été en soins aigus, l'autre, le suivant, dans le fond, c'est en ambulatoire. Fait qu'on va mettre ambulatoire après. On y va vraiment comme facteur de risque comme ça. Fait que le risque est plus grand de l'avoir acquis à l'urgence dans un hôpital que de l'avoir acquis alors qu'il est chez lui. Fait que c'est vraiment par catégorie comme ça, c'est par facteur, par risque, dans le fond, de progressif. Fait que dans toutes les surveillances, c'est un peu comme ça, là, on les met par ordre de catégorie de plus en plus à risque. Parfait. Pour la vignette 5, on a une question ici. Je ne comprends pas pourquoi c'est l'hôpital B qui fait la déclaration, car le prélèvement a été fait à l'hôpital A et les informations sont toutes présentes dans cet hôpital et non disponibles pour le déclarant. C'est toujours dans le fond, quand on relie, quand c'est un B, dans le fond, la catégorie 1B, quand on fait le décompte, quand on fait les taux d'incidence, comme le patient, on considère qu'il l'a acquis pendant le séjour, les jours présents sont dans le centre où on considère qu'il l'a acquis. Donc, c'est pour ça qu'il faut que ce centre-là le déclare, parce que ça fait partie de ses numérateurs, vu que c'est lui qui met le dénominateur. Les jours présents sont dans le fond, comme là, le cas est acquis pendant son hospitalisation dans l'hôpital B. Donc, les jours présents, c'est l'hôpital B qui les a entrés. Donc, ça fait partie de ses numérateurs. C'est pour ça qu'il faut que ce soit cet hôpital-là qui le déclare, parce que dans ses taux d'incidence, ce cas-là va être calculé dans ses taux d'incidence. C'est pour ça qu'il faut que les gens se parlent, parce que des fois, c'est sûr que l'hôpital B, ben, l'autre patient il est rendu de l'autre bord, puis ils ne savent pas nécessairement tout ce qui s'est passé, puis tout ça. Mais il faut que les gens se parlent. Il faut appeler l'autre, il faut dire, ben, j'ai trouvé un cas, puis tout ça. C'est vraiment l'hôpital où on considère qu'il est acquis qu'il faut qu'il le déclare, comme je disais, à cause des calculs de taux d'incidence. C'est pas mal qui fait le tour. En Natacha, elle a écrit que certains algorithmes sont toujours en cours de rédaction. Pour les colonisations des GNPC est déjà déposé dans le SysPin. Pour les infections, ça s'en vient. Ça faisait le tour.
Pour la vignette 2, dans le protocole, page 15, on dit que les signes d'infection doivent être présents au niveau du caté périphérique. Une légère rougeur est suffisant comme signe d'infection. Oui, bien, en fait, comme je le disais, les cathéters périphériques, c'est vraiment juste quand les patients sont hospitalisés. Puis on demande des signes d'infection. Puis effectivement, une rougeur, moi, je le mettrais dans le fond. Quand on sait qu'il y a vraiment une atteinte, on peut le mettre à ce moment-là en cathéter périphérique, mais seulement pour les patients hospitalisés. Ceux qui sont ça fait plus longtemps qu'ils font de la surveillance, il y était un bout de temps où on avait vraiment toute une description pour l'infection au site du cathéter. Mais ça avait tout été retiré. Fait que maintenant, on demande juste qu'il y ait des signes d'infection. Fait qu'une rougeur, moi, je le mettrais. Je vois qu'il y en a qui sont en train d'écrire encore. Ce que je voulais mentionner, c'est que comme j'avais fait l'année dernière, la présentation que j'ai faite aujourd'hui et la présentation que j'avais faite au mois de mars pour les séries 3 et 4 de vignettes, les vignettes vont toutes être écrites avec les réponses que les gens ont fait et avec les réponses et les références au protocole, dans le fond des pages, pour que les gens puissent aller lire finalement les endroits d'où on tire nos réponses et tout ça. Donc, si vous voulez les regarder comme en équipe, tout ça, là, vous pouvez aller voir pourquoi on a sorti finalement les réponses qu'on a données. Bon. On a une question ici. Je croyais qu'on ne déclarait pas les bactériémies à l'urgence pour les cas de CISFO, chimio et visite à l'urgence bactériémie. Les bactériémies à l'urgence, on ne les déclare pas. Dans le fond, c'est, comme je mentionnais tout à l'heure, les bactériémies, dans le fond, à l'urgence, c'est considéré comme l'ambulatoire. C'est vraiment les quatre, en fait, ces quatre-là, dans le fond, qu'on va déclarer. Donc, quelqu'un qui est sous hémodialyse chronique, quelqu'un qui a fait une infection chirurgicale ou qui a eu une chirurgie en externe qui fait une infection suite à ça et qui a une bactériémie secondaire, quelqu'un qui a un cathéter intravasculaire et quelqu'un qui a une procédure. C'est vraiment les quatre qu'on va surveiller. À l'urgence, on ne les surveillerait pas, à moins que ce soit un staphylocoque aureus, un ARV ou un BGMPC. Ça, à ce moment-là, ça va entrer dans la surveillance. Mais sinon, les bactériémies, c'est vraiment ceux-là qu'on va surveiller. Mais comme je mentionnais tout à l'heure, c'est sûr que dans votre centre, ça vaut quand même la peine de les regarder. Nous, au niveau de la surveillance provinciale, on ne fera pas de calcul puis on ne les surveille pas, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils ne sont pas importants. Puis dans votre hôpital, vous pouvez faire une surveillance locale de ces infections-là. Je crois que ça peut porter à confusion de signes versus un signe rougeur. C'est un commentaire. Oui, on pourra peut-être le préciser dans nos protocoles, mettre des exemples. Pour la surveillance BGNPC, la catégorie 1C reliée à l'urgence précise 6 soins reçus. Que comprend les soins en examen physique sont plus intrusifs? En fait, ça aussi, je ne me souviens plus si on l'a fait ou pas, mais on voulait faire une précision un petit peu qu'est-ce qu'on veut dire par soin. Souvent, ce qu'on va mentionner, c'est quelqu'un qui va consulter à l'urgence, qui fait juste voir le médecin puis qui s'en va. On ne considère pas nécessairement qu'il a reçu des soins. C'est un peu comme une visite en clinique externe. Quand on parle de soins, c'est vraiment un patient qui était couché sur civière, qui a eu un cathéter, qui a eu des médicaments, des choses comme ça. Quelqu'un vraiment qui a eu des soins. La plupart du temps, l'exemple idéal, c'est quelqu'un qui était couché sur civière. Le reste du temps, les patients qui consultent et qui repartent tout de suite, c'est pas nécessairement considéré comme un séjour à l'urgence. Par rapport à la vignette 5, si l'éclosion aurait été active seulement à l'hôpital A, où aurait-il été déclaré? Est-ce que c'est attribué au dernier centre CH? Oui.
les BGNPC, dans le fond, quand ils ont été hospitalisés dans la dernière année, c'est considéré comme un B. Il faut l'attribuer au centre où le patient est hospitalisé. On va mettre la vignette sur les cathéters périphériques. Ça, je pense que c'est peut-être plus pour répondre à la question. Répondre à tout. Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres questions. Le responsable a désactivé le mode d'écoute et la mise en silence de vos lignes a été désactivée. Donc, dire un petit mot de la fin? Elle répondait.